Je me présente, je m'appelle Adam Scott, je suis membre du comité de coordination Québec solidaire Université de Sherbrooke. Qu'est-ce que c'est Québec solidaire Université de Sherbrooke? Finalement, c'est à la fois un groupe officiel de l'université, donc c'est un groupe étudiant reconnu par l'université dans les différentes activités, et aussi c'est un organisme officiel du parti Québec solidaire. Donc, finalement, l'avantage de ce que c'est une association de campus pour Québec solidaire, ça permet d'avoir un impact considérable sur les politiques adoptées par le parti politique. Donc, au lieu d'avoir une certaine aile jeunesse à être un mouvement parallèle, on est vraiment un organe qui peut influer sur les décisions au Congrès de Québec solidaire. Donc, c'est un moyen efficace de s'impliquer pour changer les choses au Québec. Donc, si vous êtes intéressé par Québec solidaire Université de Sherbrooke et participer dans les décisions qui vont se prendre et les activités qu'on désire organiser, je vous invite à signer la feuille où est-ce que mon collègue Joël Vaudeville est, signer la feuille pour avoir des nouvelles à propos de ça. Juste avant de vous présenter Amir, j'aimerais vous informer que ce soir à 18h45, à la Maison Cinéma, il y a une représentation du film True Story, le film de Richard Desjardins sur les mines. Et finalement, jusqu'à tout dernièrement, il n'y avait plus de place, les pièces, la salle était remplie, mais la maison du cinéma a décidé de changer la salle pour une salle plus grande. Donc il y a des places disponibles. Heureusement pour les étudiants, ça coûte seulement 5 $, donc ça coûte moins cher qu'un billet pour le cinéma. Et en plus, à la fin, on a une conférence d'Amir Kadir et du comité citoyen de Mine de Rien. Le comité citoyen qui est basé à Saint-Camille, c'est un village à 30 minutes d'ici. Et ce village-là se bat un peu contre une compagnie minière qui décide de faire une mine assez ouverte dans le village. Donc, ce comité-là va être là, présent sur place pour commenter le film et présenter leurs positions sur les mines. Et le collègue Amir Kadir va être là aussi pour commenter le film et dire les positions de Québec solidaire sur ce sujet. Donc, passons au vif du sujet. Amir Kadir, député de Mercier, élu aux dernières élections provinciales, le seul et unique député de Québec solidaire. On espère qu'il va y en avoir d'autres aux prochaines élections. Je vous présente Amir Kadir. Bon, donc, d'après ce que je comprends, vous êtes tous des grévistes, c'est ça? En tout cas, hier soir, il y en avait plusieurs, j'imagine que c'était des étudiants de Sherbrooke au Gala des Jutras, là. Tous des carrés rouges. C'est une bonne nouvelle pour le Québec quand même, non? Que même dans un événement mondain auquel participent les ministres du gouvernement fédéral, comme du gouvernement du Québec, et tout le gratin à peu près là, du milieu des affaires aussi. À côté de moi, deux sièges plus loin, c'était le PDG de la firme de relations publiques nationale. Vous connaissez Mirador? C'est la télévisée? Bon. Alors c'est dans le même registre en termes de contribution à la société et à la politique. Que même dans un événement comme ça, autant de gens s'affichaient en faveur d'une revendication quand même qui n'est pas nécessairement aussi unanimement partagée, mettons, que si c'était un dossier environnemental très générique et très général, mettons Kyoto, ou même l'histoire des gaz de schiste, où les artistes se sont impliqués, puis vraiment on a senti très tôt je dirais un consensus social à l'entour de l'idée qu'exploiter les gaz de schiste tels que les compagnies gazières et pétrolières voulaient le faire au Québec, ça n'avait pas de bon sens, sans nécessairement que tout le monde soit d'accord sur l'utilité à long terme d'exploiter ou non les ressources en hydrocarbures, mais une chose est claire, c'est que la plupart du monde rejetait l'idée que ça soit fait de la manière dont l'industrie gazière et pétrolière voulait faire, avec la complicité, sinon la planification du gouvernement Charest. Donc, ce que je veux dire, c'est que les revendications du mouvement étudiant actuellement en grève, c'est-à-dire une plus grande accessibilité qui doit passer dans l'immédiat par le gel, mais peut-être même à long terme, hein, de plus en plus on l'entend, même chez la FEC et la FEC, cette question, cette opportunité abordée, c'est-à-dire la nécessité de suivre l'exemple des meilleurs de la classe en termes d'éducation. Les meilleurs de la classe au niveau international en termes d'éducation, c'est pas l'Alberta, c'est pas l'Ontario. D'ailleurs, l'Ontario a suivi l'exemple de l'Alberta,
puis ils s'en mordent les doigts, ils veulent revenir sur leur décision qui consiste à augmenter les frais de scolarité. C'est certainement pas les États-Unis qui, à plusieurs égards, ressemblent dans ses inégalités au pays du tiers-monde, c'est-à-dire avec un système où tu as le meilleur, la crème de la crème, mais réservé à une élite excessivement fortunée, qui accentue en fait le processus d'éducation et d'accession à l'université, accentue et enracine le clivage de classe entre les très riches qui sélectionnent, qui ont les meilleurs outils, les meilleurs moyens, financés par l'État d'ailleurs. Les universités privées américaines sont largement financées par l'État. Vous savez comment? On prétend que ces universités américaines tirent leur excellence des tuition fees, des frais de scolarité que payent les riches qui envoient leurs enfants là-bas, qui sont de l'ordre de 20, 30, 40, parfois même 50 000 $. C'est pas vrai. Ces universités tirent surtout leur excellence des milliards de dollars de contrats publics qu'ils obtiennent, souvent de la Pentagone, du secteur, de différents secteurs lourds de l'État américain. Donc en fait, c'est l'argent des contribuables, des travailleurs, des gens de la classe moyenne américaine qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans le Ivy League, puis les superstars de l'éducation supérieure américaine, qui sert à financer la meilleure qualité d'enseignement donnée à qui? Aux gens de l'élite. Sélectionnés comment? En ayant des niveaux de scolarité tellement élevés que ça ne peut être qu'une minorité de gens de la population qui veulent, je veux dire du peuple en général, et c'est surtout des gens très fortunés qui viennent des classes aisées, qui perpétuent ainsi leur domination sociale à travers ce système-là. Donc, pour revenir à ce que je disais, le mouvement étudiant actuel, je l'entends, même ces composantes qui historiquement étaient sur une plateforme qui consistait à demander uniquement le gel des frais de scolarité. Moi, j'entends que dans certains cégeps, lors des débats qu'il y a eu sur la grève, il y a des gens qui sont allés au micro et ils ont proposé qu'on évalue dorénavant la possibilité de demander la gratuité scolaire. Pourquoi? Parce que la gratuité scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université, a fait ses preuves. Dans les meilleures universités au monde, qui ne bénéficient pas des mêmes entourloupettes que le système américain dont je viens de vous mentionner, qui est un contexte, qui est un système tout à fait particulier, où les taxes de millions d'Américains moyens sert à financer les meilleures écoles pour les riches. Si on ne veut pas avoir ça, l'autre remède pour avoir des universités de qualité, c'est une éducation dans laquelle l'État investit via les impôts, puis dans lequel l'État croit investit parce que l'État se reflète et compte sur les universités pour donner la meilleure éducation à sa population, à sa jeunesse. C'est le cas de tous les pays d'Europe du Nord où existe soit la gratuité, soit la quasi-gratuité. Prenez le cas de la Hollande, de l'Allemagne, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, du Danemark, tous ces pays-là, la France. Il y a 2 semaines, j'avais un débat à l'Assemblée nationale, une question du mercredi, sur la question de l'éducation, pour lequel mon équipe a fait une recherche, puis on a essayé de chercher des comparatifs pour comparer les meilleures universités, parce qu'on nous rabat l'oreille, la ministre prétend que pour avoir de meilleures universités et de meilleurs diplômes, est-ce que si je parle, parce que je suis obligé de... Est-ce que ça va, vous m'entendez? Si je parle avec une certaine distance, mais plus forte, ça va? Oui. Donc la ministre de l'Éducation a évoqué la nécessité d'augmenter les frais de scolarité parce que nos diplômes n'auraient pas de valeur, soi-disant. On prendrait en valeur si on paye davantage pour entrer à l'université. Alors on a fait l'exercice, on est allé chercher 5 classements. Le classement le plus répandu dans les pays anglo-saxons, c'est le classement QS. Rien à voir avec Québec solidaire, Quality Standard. Alors c'est le classement QS, qui est un classement américano-britannique, mais il y a d'autres classements, il y a un classement espagnol, français, chinois. On a regardé tous les classements qui étaient disponibles, et dans tous les classements, les pays scandinaves performent très très bien. Les classements, on regarde par exemple le nombre de citations des chercheurs, le ratio élèves, c'est-à-dire étudiants, professeurs, le nombre de prix Nobel, une foule
de critères et différents critères qui permettent de classifier les universités. Et les universités de ces pays du Nord où existe la gratuité ou la quasi-gratuité se classent parmi les meilleurs si on fait exception uniquement. En fait, le seul domaine dans lequel les Américains, même avec leur Ivy League, même avec ces universités, comme je vous ai dit, qui utilisent l'argent des Américains de classe moyenne ou pauvre pour financer les meilleures écoles pour les riches, le seul chapitre auquel les États-Unis surpassent les autres de loin, c'est le nombre de prix Nobel. C'est tout. Et le nombre de prix Nobel qu'on a recensé ne traduit pas toute la réalité parce que souvent c'est des gens qui sont allés chercher, en fait, qui sont allés faire leur dernière partie de carrière lorsque illustres et reconnus aux États-Unis. Au moment où on leur remettait le prix Nobel, ils étaient attachés à une université américaine, un peu comme, mettons, Albert Einstein a fini là, comme beaucoup de chercheurs ont fini là, mais c'est des recherches qui ont été souvent menées dans leur propre pays. Autrement dit, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, les pays du Nord sont un exemple. Au Québec, il se trame chez le mouvement étudiant petit à petit un consensus pour dire peut-être que dans le fond, le gel des frais de scolarité, ce n'est pas une demande suffisante. Ce qu'il faut demander pour améliorer la situation de l'éducation, c'est une véritable gratuité scolaire qui, soit dit en passant, ne coûterait pas plus de 400 millions de dollars, suivant les meilleures estimations. En fait, de 175, ça c'est les estimations les plus optimistes, jusqu'à 450, les estimations les plus pessimistes, parce que quand tu fais ça, il y a d'autres endroits où tu fais des économies, notamment dans l'aide financière aux étudiants. Or, ce sujet-là n'obtient pas nécessairement un consensus, même dans la classe moyenne, même chez les gens qui habituellement sur certains enjeux leur sortent en force pour une même idée au Québec. Mais dans un gala mondain, un dimanche soir, d'une industrie hautement commerciale, c'est-à-dire le cinéma, à peu près la moitié de ceux qui reçoivent des prix ou des animateurs portent le carré rouge. Alors, pour rejoindre le sujet de cette conférence, c'est pour cette raison-là que, dans le fond, au Québec, il est très facile d'imaginer un pouvoir ancré à gauche. Vous m'avez demandé de vous présenter quelques arguments pour dire comment on pourrait gouverner le Québec à gauche. Je dis c'est d'autant plus facile que lorsqu'on se base sur les véritables enjeux qui touchent les gens, les enjeux de société que sont par exemple ce qu'on vient de dire, l'éducation, le paiement de la dette, les frais et les tarifs des différents services publics, les questions qui touchent à la culture, au rôle de l'État dans l'économie. Lorsqu'on pose des questions sur ces enjeux-là, plutôt que de poser des questions pour qui vous allez voter, est-ce que c'est pour Mario Dumont, qui n'est plus là, mais pour, mettons, François Legault, son digne héritier, il faut l'admettre, vous allez voter pour Mario Dumont, je m'excuse. Ça, c'est vraiment pas personnel. Comme vous n'êtes pas la deuxième. Pour François Legault, Pauline Marois, Jean Charest ou, mettons, Françoise David, c'est sûr qu'on obtient le résultat qu'on obtient. Je pense que dernièrement, c'était, rappelez-moi là, sondage sur les intentions de vote. D'accord? C'était PQ, aidez-moi, 33%. Bon, PLQ 29, c'est vraiment étonnant quand même. CAQ 24. Et Québec solidaire, qui bonhomme alors, il y a un an, on était aux environs de 9, à peu près 9-10. Là, Québec solidaire est tombé à 6. Évidemment, un sondage, vous savez, les marges d'erreur, 3%. Ici, ça peut être 8, comme ça peut être bon. Ça me semble assez étonnant que ça puisse être 4, parce qu'aux dernières élections, il y a 4 ans, donc, c'est peut-être notre plancher le plus bas, mais c'est quand même pas plus que 9, mettons. Hein? Donc, à regarder ça, il n'y a aucune place pour la gauche au Québec. Mais vous seriez sans doute étonné d'apprendre qu'il y a bien avant que Québec solidaire existe sur la scène. Est-ce que vous m'entendez assez bien? Oui. C'est plus facile comme ça. En 2002, une série d'émissions à Radio-Canada portant sur le bonheur. C'est
C'était 5 émissions. À la fin de cette série d'émissions, il y avait un sondage fait par l'équipe de recherche qui demandait, je ne sais plus, à 500 ou à 1000 personnes sondées à travers le Canada, suivant votre propre définition du bonheur et votre propre définition du capitalisme et votre propre définition du socialisme, écrivez-nous lequel des deux systèmes, le capitalisme ou le socialisme, rencontrerait votre bonheur. Alors moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment pathétique, mais à mon grand étonnement, un sondage pas juste au Québec, mais à l'échelle canadienne, faisait dire que 60% des gens, j'arrondis, à 60% des gens, que c'est le socialisme, suivant leur définition du socialisme, qui remplirait leur bonheur, qui créerait les conditions de la survenue de leur bonheur. Et comment ça, hein? On se dit, comment je dans quel pays? Comment ça se fait que ces gens-là votent pour chrétiens, puis un peu après ça? En 2007, janvier 2007, juste 2 mois avant l'élection, la première élection générale à laquelle les électeurs ont participé, en janvier 2007, pour votre mémoire, vous qui êtes jeunes, qui avez une mémoire vive et qui étudiez de ce débat, j'en suis sûr, le débat entre les solidaires et les lucides. Vous savez, Lucien Bouchard, un conservateur éminent, avec sa gang je dirais, de lucides, c'est-à-dire André Pratt, historialiste de la presse, Joseph Facal, un grand homme de gauche qui a mal viré, plusieurs autres personnes du milieu des affaires, etc. Je pense qu'ils étaient une quinzaine de personnes de différents milieux dans le milieu des affaires, de Québec Inc. Okay? Ils ont produit un document à la fin de 2005 pour un Québec lucide, pour présenter une série de contre-réformes politiques et économiques au Québec, qui consiste un peu au plan d'austérité que les marchés financiers présentent par exemple à l'Europe, à la Grèce, au Portugal et tout ça, là, réduire les dépenses publiques, privatiser, etc. Les mêmes contre-réformes qu'on voit asséner un peu partout, que Lucien Bouchard nous avait si bien habitués avec son déficit zéro, avec les coupes en éducation et en santé. Et Lucien Bouchard proposait d'aller plus loin, de défaire complètement le modèle de solidarité, le modèle d'intervention de l'État, qui était le modèle québécois. Et là, nous, on a écrit des gens du milieu syndical, de solidarité, des milieux de gauche, on a écrit une contre-proposition qui s'appelait le Manifeste pour un Québec solidaire. Regarde, le nom de notre parti vient de ce manifeste-là, d'accord? Il y a eu 1 an de débat. Françoise David, moi-même, plusieurs gens de notre groupe, avec Fortin, le fiscaliste Fortin de l'UQAM, plusieurs lucides et solidaires qui ont fait des débats dans les universités, à la radio, à la télévision pendant 1 an. Puis en janvier 2007, la firme de sondage CROP a fait un sondage pas pour demander aux gens pour qui vous allez voter, d'accord? Pour demander aux gens, voici 6 enjeux de société. 6 questions, dont une des questions c'était la privatisation de la santé. Voici 6 enjeux de la société, puis on ne leur disait pas qui a proposé des solutions. On leur donnait 2 solutions, la solution des lucides et la solution des solidaires. On ne disait pas que c'est la solution de Lucien Bouchard. On ne disait pas que c'est la contre-solution de Françoise David. On disait voici le problème et voici les 2 solutions, lesquelles vous choisissez. Devinez quoi? Sur 5 des 6 questions posées par CROP, d'ailleurs, le sondage était mandaté par les lucides. Et Gauthier, M. Gauthier, président de CROP, était gêné de dire que les résultats ne sont pas tels qu'attendus par les lucides, malgré le fait qu'ils avaient introduit certains billets pour obtenir des billets raisonnables, pour obtenir des réponses favorables aux lucides. Sur 5 des 6 questions, c'est les solidaires qui ont gagné, parfois par une marge de 2 tiers. C'est-à-dire 2 tiers des gens en faveur de nous, 1 tiers des gens en faveur des fonctions. Alors, on peut dire, globalement, quand on regarde ces deux-là, ça c'est donc en 2002, ok? Ça c'est en 2007. Voyons maintenant pour 2011. Êtes-vous d'accord que ça veut dire que le Québec, sur le plan des orientations, des valeurs de société, est un pays à gauche? Êtes-vous d'accord avec moi? Si on se fonde sur ça. Évidemment, si on se fie sur ça, pas en tout, mais si on se fie sur ça, oui. En 2011,
au début 2011, janvier 2011, janvier ou février. Ouais, c'est à peu près février. Au bout de 4-5 mois d'une énorme campagne visitée en octobre 2010 par Québécois. Il y avait le Journal de Québec, il y avait le Journal de Montréal et il y avait TVA. Où on faisait une campagne qui s'appelait le Québec dans le rouge. La campagne consistait à décrire toutes sortes de choses qui allaient mal dans l'État. Des, mettons, je sais pas moi, des employés de service public de Montréal qui dormaient à la job, des fonctionnaires dans tel ministère ou des gens de telle commission scolaire qui s'étaient payés des voyages ou recevaient des émoluments, des choses pour faire mal paraître la fonction publique ou l'État dans ces différentes manifestations. Ça s'appelait le Québec, ou le fait qu'on paye trop de taxes. En fait, l'idée générale de tout ça, regardez ce qu'ils sont en train de faire avec vos taxes. On paye trop de taxes, on paye trop d'impôts, le Québec est en rouge, on a un problème de dette, mais regardez ce qui arrive. Il faut baisser l'État, il faut baisser les dépenses, j'imagine qu'il faut privatiser, etc., etc. Donc, une grosse campagne de droite menée par l'Empire québécois pendant 4 mois. Puis là, à la fin de tout ça, Québécois fait un sondage à travers le Québec dans lequel il offre 4 définitions. Il dit voici ce que ça veut dire la gauche, voici ce que veut dire centre-gauche, voici ce que veut dire centre-droit et voici ce que veut dire la droite. Donc il donne 4 définitions. Gauche, centre-gauche, centre-droit et droite. Tout le spectre. Encore une fois, il ne dit pas ça c'est Mme Marois, ça c'est M. Bouchard, ça c'est M. Charest, pour qui vous allez voter. On donne des définitions avec un contenu. D'accord? Plutôt qu'une perspective électorale, voter pour un tel ou un tel, contre un tel ou en faveur d'un tel. On dit, voici les enjeux. Ben, les enjeux, c'était le Québec dans le rouge, qu'on avait essayé de faire comme propagande. Puis voici vos choix. Où est-ce que vous vous situez dans vos choix politiques? Donnez le choix. Donnez-moi un chiffre. Essayez-vous. Comment? 1000. C'est pas un pourcentage. 1000%. Bon, alors on dit 70. D'accord? T'as quand même du culot, là. T'exagères un peu, tu trouves pas? Il y a des gens qui ont entendu parler de ce sondage-là. Excuse-moi, là, c'est 84% des gens. 84% des gens qui se situent à gauche ou à centre-gauche. Et chez les moins de 35 ans, c'est plus marqué. Là, je ne me rappelle pas du chiffre. Je me dis à chaque conférence, bon, va bien falloir que je donne tout le détail, mais j'ai retenu 84% gauche ou centre-gauche. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de gouverner le Québec à gauche? Si la volonté de la population, à chaque fois qu'on le teste, indépendamment du système électoral et des personnages et des capacités des partis, à incarner le pouvoir, parce qu'il y a une différence entre ça et ça. Ça mesure la capacité des partis à attirer l'attention de la population et à incarner le pouvoir. C'est pour ça que même si 72%, 75% des gens rejettent Jean Charest, puis disent qu'il ne fait pas la bonne job, même si 2 tiers des personnes qui disent dans un certain sondage qu'il n'est même pas une personne intègre, parce que la question a été posée le 15 janvier. Il y a 1 tiers des gens qui n'ont pas répondu. Et les 2 tiers des gens qui ont répondu, là-dessus, une grande majorité ne trouve même pas que M. Charest est intègre. Hein? C'est pas juste qu'il ne fait pas la bonne job, il n'est même pas intègre. Malgré tout, il arrive 2e quand on demande au même groupe de gens qui ferait le meilleur premier ministre. Parce que ça sonde la capacité d'incarner le pouvoir. De rassurer les gens que c'est quelqu'un quand même qui connaît sa job. Il a suffisamment d'influence ou de pouvoir ou d'expérience pour que ça ne tombe pas tout en ruine. D'accord? Mais ça ne dit pas ce que vraiment les gens veulent, aimeraient que leur pays emprunte comme chemin, comme orientation. Moi, il me semble que quand on sait ça, à ce moment-là, il faut se concentrer à quoi pourrait ressembler un pays à gauche. Et là, je vais vous donner 3, je dirais, parce que je n'inclus pas l'indépendance du Québec dans ces 3 priorités-là. Pour moi, l'indépendance du Québec, c'est intégral à ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra réaliser toutes ces choses-là de manière cohérente que si le Québec est indépendant. D'accord? Donc, au lieu de perdre son temps à réfléchir en matière de,
à quel point ça serait beau si le Québec est indépendant. Disons simplement à quel point le Québec serait beau, une belle place à vivre, si on réussit à réaliser des choses qui correspondent aux désirs des gens, aux volontés des gens, aux orientations que les gens privilégient au Québec. Et ensuite, une fois qu'un parti incarne la capacité de faire ça, il dit voici ce que je vous offre, c'est sûr que les gens vont, et moi je viens du milieu immigrant, d'accord? Je suis immigrant moi-même, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. Souvenez-vous, Parizeau a dit que le diagnostic n'était pas faux, c'était sans doute malhabile et surtout pas le moment de poser ce diagnostic. Qu'est-ce qu'il a fait au moment où il l'a fait? Il avait raison. Hein? On a perdu le référendum à cause de la ville de Québec et des ethnies. Ce que lui a envie de dire, peut-être parce qu'il est gêné, et ça demandait trop de détails, c'est pas aussi évident, mais il a parlé des ethnies et de l'argent. D'accord? Mais la réalité est que il y a un vote monolithique que les communautés migrantes donnent contre l'indépendance du Québec. Les choix ne sont pas faits en fonction d'une distribution, on dirait, plus normale, plus proportionnelle ou proportionnée aux grandes orientations qui existent dans toute société. Ça semble une espèce de vote ghettoisé contre, entre guillemets, la séparation du Québec. Mais pour celui qui réellement vient de ce milieu-là, je sais pertinemment bien qu'on pourrait facilement surmonter ça si l'indépendance du Québec arrêtait d'être définie uniquement en termes d'un projet politique pour les élites politiques nationalistes et alentour uniquement des questions identitaires, mais d'un véritable projet de société tel que le PQ le véhiculé dans les années 70, qu'il est incarné dans les années 70. C'est d'ailleurs une bonne portion des communautés culturelles qui votent aujourd'hui pour le PQ encore, de cette période-là, c'est des Chiliens, c'est des Latinos, des gens comme moi qui sont venus à cette époque où on a vu dans le PQ tout ce que ça pouvait représenter comme promesse de progrès dans la société et d'ouverture dans la société, ce que le PQ n'incarne depuis une bonne vingtaine d'années. Mais ceci étant dit, donc, trois orientations que le Québec indépendant, ce Québec solidaire peut faire. Nous, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, un gouvernement Québec solidaire mettrait en place en dedans de 6 mois, une assemblée constituante où des gens seraient appelés à réfléchir à une constitution où on voterait, pas pour des gens pour aller faire le gouvernement, mais pour former une assemblée qui déciderait des grandes orientations de notre société. Qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation? Qu'est-ce qu'on fait avec la culture, avec la loi 101, avec nos ressources naturelles? Pour écrire la constitution dont le Québec a besoin. Cette assemblée constituante n'aurait pour fonction uniquement ça. Donc, il n'y aurait pas des impératifs d'assurer ses arrières et d'être voté, ce qui fait que des fois, là, les gens, les indépendantistes qui vont à l'Assemblée nationale, hésitent un peu avant de s'orienter ou craignent pour leur réélection. Et là, alors qu'ils avaient signalé qu'ils avaient viré à gauche, mais ils virent à droite. D'accord? Donc, l'Assemblée constituante est à l'abri de ce genre de danger parce que c'est une assemblée dont la seule fonction est d'écrire une question, d'écrire une constitution et une question avec sur l'avenir politique du Québec et de soumettre à la population pour décider de l'indépendance du Québec en toute liberté. La fonction du gouvernement, c'est de s'assurer que ce processus est à l'abri de toute influence indue, comme ça a été le cas en 1995 malheureusement, on le sait maintenant avec l'histoire de commandite et tout ça. Autrement dit, un véritable processus est à l'abri de toute influence extérieure, notamment des marchés. Mais au-delà de ça, c'est au peuple de décider de l'avenir du Québec. Donc ça, c'est réglé pour nous. Il n'y a pas de camp, de comment, de conditions gagnantes à quelle partie du mandat, c'est clair. Il faut pouvoir, on a 6 mois pour déclencher l'élection d'une assemblée constituante, puis l'assemblée constituante aura 12 à 18 mois pour aboutir avec une constitution, puis une question à poser à la population. Mais ensuite, qu'est-ce que le Québec solidaire propose comme société? Pour nous, il est clair que jamais dans l'histoire de l'humanité, nos sociétés n'ont été capables de créer des richesses. Donc, contrairement à une idée reçue, qui est largement répandue dans les élites et assénée à coups de matraque depuis des années, et intégrée par la plupart des partis au pouvoir, y compris des partis de gauche. Je parle des travaillistes de Tony Blair, des socialistes de la France,
de Ségolène Royal, mais dont c'est un peu moins le cas maintenant avec François Hollande ou les sociaux-démocrates allemands. L'idée que le problème, c'est la création de la richesse. Nous, on croit que l'humanité, et surtout les sociétés développées, ont largement dépassé le stade où ils n'étaient pas capables d'assurer la production des ressources matérielles nécessaires à leur confort, nécessaires à leur survie, nécessaires même à leur épanouissement. On a tout ce qu'il faut. Juste pour le Québec, qu'on traite toujours de pays pauvres, de parents pauvres de l'économie nord-américaine, parce qu'on fait des mauvaises calculs. Parce que la seule manière pour ces gens-là de comprendre la richesse, c'est le PIB. Alors que nous savons, et j'espère, s'il faut retenir un élément de ma présentation, c'est Harvey Mead. C'est que la notion de la richesse doit être fondamentalement révisée. D'ailleurs, l'OCDE est en train de travailler là-dessus. L'ONU fait des pressions pour que ça soit révisé, qu'on arrête de tout calculer en fonction du PIB. Même le président Sarkozy, en plein milieu de la crise, pour capter l'imagination, disait sans pas d'allure qu'on est juste ça, puis il avait mandaté un comité pour réfléchir sur des mesures différentes. On parle par exemple du progrès véritable. Il y a eu l'indice de développement humain, mesure développée par les Nations Unies dans les années 80, fin des années 70-80. Mais ce n'est pas encore assez, disons, raffiné. Il y a Harvey Mead, un de ceux qui sont à l'origine de la révolution écologique dans une mentalité qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, c'est un Canadien, en fait un Québécois. Il vient d'écrire un livre sur justement la notion de développement, la notion de richesse, la mesure de la richesse et du développement. Et lui, il propose de tenir compte de deux éléments. Un indice de développement véritable, d'accord, un IDV, plus une empreinte écologique, parce qu'on peut avoir un meilleur indice de développement véritable, c'est-à-dire par exemple mesurer la richesse en vertu des finalités sociales d'une activité quelconque. Regardez quel impact social a tel, mais dans un contexte d'accroissement de la démographie, on peut faire ça de la manière la plus, je dirais, consciencieuse de toutes les dimensions, y compris les dimensions nocives de notre activité économique. Mais si on continue à croire, produire, et consommer, on laisse une empreinte écologique qui fait en sorte que ce n'est pas viable. Donc, Harvey Mead propose d'introduire un autre élément qui est celui de protection des territoires, air protégé. Air protégé, pas dans le sens uniquement de lac et de montagne, mais air dans le sens très large, y compris en matière de patrimoine culturel et géré. Donc, air protégé, ou empreinte écologique, si vous voulez. Il dit qu'il faut tenir compte de l'indice de développement véritable plus l'empreinte écologique. Mais même si on laisse ça de côté, qui est quelque chose à venir, même en prenant le produit intérieur brut comme mesure, malgré toute la propagande qu'on nous assène, le Québec des 25 dernières années n'a jamais cessé de croître. Son PIB, là, c'est une courbe comme ça, là, avec des hauts et des bas, mais qui croît tout le temps. Autrement dit, l'air sous la courbe, sur le temps, ça veut dire une immense accumulation de richesses depuis les 25 dernières années. Or, durant la même période, la capacité d'achat, le pouvoir d'achat, ou, si vous voulez, le revenu des familles en dollars constants, en dollars actualisés, est stagnant, sinon baisse. Elle baisse. Et c'est pas nous qui le disons, Statistique Canada encore cette année a produit, pour dire qu'à l'échelle canadienne et au Québec c'est la même chose, il y a eu une baisse. Là, je ne pourrais pas vous donner les chiffres, il y a eu une baisse. Dans la même période, le 20% le plus fortuné a accru ses revenus, et les 20% les moins fortunés, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors des 60% mettons, du milieu, se sont même appauvris. La pauvreté s'est accrue. Autrement dit, les indignés ont raison. Ce qui vaut pour le 20% est beaucoup plus accentué pour le 1%, et ce qui vaut pour le 1% est beaucoup plus accentué encore si on prend le 1 millième. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail qui maintenant se fait pour essayer de voir le 1 millième. Et souvent, ces petites cliques d'hommes et de femmes très puissants, détenteurs des principaux capitaux et des avoirs d'un pays, qui sont aussi très influents dans le pouvoir, qui tirent la plus grande part de richesse. Aux États-Unis, par exemple, avant la grande crise
de 1 millième tiré vers lui, 6,4% du PIB. On a réussi avec les mesures de redistribution de richesse au milieu des années 70 à le baisser avec 6,3%, à le baisser à 3,3% du PIB. Puis là, ça a remonté au milieu des années 2000, en 2005, à 7,4%. On a reculé pour retourner dans la situation très inégalitaire d'avant les années 20, avant la grande crise. Donc, c'est pas un hasard si on vit peut-être une telle crise économique, parce que les inégalités se sont gravement accrues. 7,4% du PIB entre les mains du 1 millième, là, ça veut dire le 1 millième tire vers lui 74 fois son poids démographique. Pour ceux qui pensent que baisser les impôts, que l'État n'aurait d'autres devoirs que juste de payer les dettes, de payer les dettes, c'est une mesure d'équité intergénérationnelle. Parlez-moi d'équité. Quand, à travers ces mesures que ces gouvernements-là nous ont imposées, on a vu une telle aggravation, parce que, écoutez, c'est beaucoup ça, hein? Une différence de 4%. Cette différence de 4%, c'est 4% du PIB des États-Unis. Le PIB des États-Unis, c'est des milliers de milliards de dollars. 4% de ça, ça fait beaucoup de ça. Avant, aller dans l'éducation, dans les routes, dans les hôpitaux, dans le système de santé publique, qui aujourd'hui va dans la main du 1 millième le plus riche. Et au Québec et au Canada, c'est la même chose, avec disons des niveaux moins graves, et c'est les mêmes tendances qu'on observe. Donc la première mesure de Québec solidaire, je suis désolé de vous l'annoncer, c'est de restituer le caractère sacré de l'impôt. L'impôt, c'est une des plus grandes découvertes de l'humanité. C'est un facteur de civilisation. Regardez toutes les histoires dans toutes leurs dimensions, soit l'histoire contemporaine des 100 dernières années, soit en reculant jusqu'aux empires achéménides, le premier empire d'État, l'empire perse, mon pays d'origine. À chaque fois, ce qui a sauvé l'humanité, ce qui a permis des grandes découvertes, des grandes réalisations de l'humanité en architecture, en sciences, en art, en culture, ça a été grâce au fait qu'on a pacifié les rapports de violence et de domination en introduisant la notion de l'impôt. L'impôt, avec, je ne sais pas moi, le feu, l'écriture, la roue, tout ça, c'est vraiment une grande découverte de l'humanité, je ne le cache pas. C'est un fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire même un curve là. Plus une société a des niveaux d'imposition élevés, plus ces gens sont heureux, moins il y a de violence, plus ces gens vivent mieux. Allez voir tous les rapports de l'OCDE, regardez, c'est toujours les pays scandinaves, les niveaux d'Europe du Nord, ou le Québec, où les niveaux d'imposition sont les plus élevés, que les gens sont les plus heureux. Ils ne sont pas nécessairement les plus riches en termes de total de richesse distribuée par le nombre de personnes, parce que ce genre de calcul-là ne traduit pas la distribution de la ventilation à l'interne. Mais la réalité est que les niveaux d'imposition, ben évidemment, il y a des là, c'est une première approximation, ensuite il faut voir comment c'est utilisé, etc. Mais globalement, c'est ça la tendance. Donc, pour Québec solidaire, on va augmenter l'impôt des plus riches, ça c'est certain. Je ne vais pas dans le détail. Ça peut être un niveau de palier d'imposition supplémentaire ou deux, ce qui veut dire que sans doute l'impôt les moins fortunés va être un peu abaissé, l'impôt des classes moyennes va être réajusté. Ensuite, on va certainement rétablir l'impôt des entreprises à un niveau plus acceptable. Actuellement, au Québec, c'est 11%. Ceux qui vous disent qu'au Québec, on est un des endroits les plus taxés en Amérique du Nord, ils ont raison. Ils vous disent une vérité, mais pour cacher un mensonge. C'est qu'aussi, on est l'endroit en Amérique du Nord, sinon dans tout le monde occidental, où les compagnies ont les niveaux d'imposition les plus bas, 11%. Puis on en a rajouté, on a aboli la taxe sur le capital des entreprises avec le gouvernement Charest il y a quelques années. Ça, c'est sans parler des 6 milliards de dollars que donne chaque année l'État québécois donne aux entreprises. Il ne reste pas longtemps. Donc ça, c'est la première mesure. Parce que moi, je m'en allais avec mon impôt là, pour des heures. Faites répondre aux questions. Deuxième élément, les ressources naturelles. Une nation, pour assurer son développement, son émancipation économique, sociale, a plusieurs atouts à sa disposition. Ça peut être un tas de choses, mais une des affaires les plus fondamentales, quand on a, c'est les ressources naturelles, des richesses naturelles. Et au Québec, on est rempli à craquer. On en a tellement qu'on pourrait ralentir par plusieurs ordres de grandeur l'exploitation de ces ressources-là, si seulement on en avait de meilleures retombées. C'est
Autrement dit, on pourrait moins exploiter nos réserves de substances ligneuses, des forêts. On pourrait moins exploiter le sous-sol du Québec. On pourrait moins exploiter l'eau qu'on harnache actuellement là, pour produire des... Si seulement on avait une vision plus cohérente du fait que ça nous appartient, et on n'a aucune raison de le donner comme on le fait actuellement. La loi des mines, vous en avez entendu parler, c'est une loi ancienne qui est une loi purement coloniale. Le free mining, c'est vraiment là, actuellement aujourd'hui, là, encore aujourd'hui au moment où on se parle, malgré 3 ans de débat autour de ça, la loi qui prévaut toujours, c'est que n'importe quelle compagnie du monde peut venir pour quelques dollars, pour quelques centaines de dollars, acheter d'immenses territoires, le sous-sol d'immenses territoires pour prospection et pour exploitation. Et tout ce qu'on leur demande, c'est maintenant 16% de redevance. C'était à 18% sur le PQ en 1994 l'a baissé à 12%, puis là, les libéraux, pour faire taire la contestation, l'ont augmenté à 16%. Mais de manière effective, c'est pas 16% qu'on touche, parce que c'est 16% du profit. OK? Et les compagnies, vous connaissez les transfer pricing, les évitements fiscaux, les ventes entre filiales, fait en sorte qu'ils déclarent leur profit dans des paramètres fiscaux, puis ils déclarent leurs pertes ou leurs coûts ici. De sorte que de manière effective, ils ne payent que 4% actuellement. Même ça a été 1,5% à un moment donné en 2009 quand le vérificateur général l'a dénoncé. Autrement dit, on laisse 96 sous sur chaque dollar de profit qui sort du Québec va dans des poches étrangères ou privées. Autrement dit, ce qui est dans votre sous-sol, qui appartient à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, et à ceux qui ont bâti le Québec, à nos aînés qui sont dans des centres, des hospices actuellement traités comme on le sait, de la manière qu'on le sait, qui fait révolter les gens, ben, au lieu de servir pour leurs soins, 96 sous sur chaque dollar vont dans des poches de compagnies comme ArcelorMittal, compagnie indienne, enregistrée en Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Ou Extrata, une autre compagnie suisse qui est enregistrée en Suisse, un autre paradis fiscal. Extrata, c'est le nickel, grosso modo. Et ArcelorMittal, c'est la plus grande minière au monde dans le domaine du fer et de l'acier. Et la plus grande mine de fer au monde se situe où? Au Québec. Donc, c'est d'où sort la principale quantité de fer. C'est l'endroit au monde où il en sort le plus dans un seul pays, c'est au Québec. Or, ArcelorMittal, on ne sait pas combien il sort de notre sous-sol. Le ministère des Ressources naturelles ne peut pas nous dire combien. Alors, imaginez, on a des mines d'or. Juste une mine à Malartic, c'est 21 milliards de dollars en valeur brute. Une mine. On peut en avoir 18 bon, peut-être pas aussi importance, mais il y a des projets pour 18 mines à travers le Québec. Une seule de celles-là a 21 milliards de valeur. Mais pour le moment, on ne peut pas le calculer. Donc, Québec solidaire, à gauche, on dirait quoi? Dorénavant, on ne peut plus exploiter les ressources de notre territoire, sauf si les Québécois sont au moins en bénéficient au moins autant que les partenaires des investisseurs privés. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on casse les reins aux minières, aux entreprises, mais on dit qu'il faut qu'on prenne les risques ensemble et qu'on fasse les bénéfices ensemble. Donc, une loi un peu comme en Équateur, ils viennent de le faire, un peu comme le Botswana même l'a mis dans sa constitution. L'Australie est en train de le considérer, de s'assurer qu'on a une participation dans les entreprises. Ce qui ferait des milliards et des milliards de dollars de rentrée quand tu penses à l'eau, les redevances sur l'eau, au vent, au pétrole, au gaz, ceux-là on peut ne pas les exploiter, aux ressources minières surtout, qui pourraient permettre au Québec d'avoir des... Donc, impôts, ressources naturelles, et troisièmement, je finis là-dessus, services publics, y compris l'éducation dont je vous ai parlé. La mesure de l'évolution d'une société moderne, c'est quoi? C'est sa capacité d'offrir des meilleurs services à ces gens dans tous les domaines. On a déjà des bons éléments, on a un relativement bon système d'éducation, on a un bon système de santé. Malgré toutes les failles, les problèmes qu'on peut rencontrer, globalement, performe très bien. L'ennui, c'est que ce n'est pas au niveau qu'on attend. On a une société autrement développée, on voudrait que ça soit mieux. On voudrait que 2 millions de Québécois ne soient pas dépourvus d'un accès aux médecins.
on voudrait que nos universités aient de meilleurs équipements, de meilleures installations, puissent offrir une éducation de plus grande qualité encore. Tout cela, on nous en prie à cause déjà de quoi? À cause du fait que pendant des années, on nous a dit qu'on n'avait pas les moyens. Alors moi, j'ai tenté de vous dire qu'on a tout ce qu'il faut. En termes d'impôts, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut facilement aller chercher de 3 à 4 milliards de dollars pour un coût supplémentaire légitime, sans déranger personne. Enfin, oui, quelques-uns quand même. Et ensuite, en captant mieux les richesses qui nous échappent actuellement. Parce que ce soit en santé, par exemple, ce que demande le système de santé supplémentaire pour s'assurer qu'il y a un meilleur accès aux médecins, ce n'est pas nécessairement des sous supplémentaires. C'est qu'on essaye de ne pas gaspiller notre argent en payant des médicaments trop chers, puis en allouant une meilleure organisation des services de première ligne. Les infirmières, les soins à domicile, les médecins dans des groupes où ce n'est pas les médecins qui décident leur horaire, mais le système. Actuellement, les médecins, dont je suis, ont le meilleur des deux mondes. Un salaire assuré, un job assuré à vie, mais aussi un contrôle total sur nos horaires. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui accepteraient ça, nulle part. Alors, pour ceux qui vendent les mérites de l'entreprise privée. Donc, réparer notre système public, grâce à quoi? À notre capacité collective de ne pas laisser échapper des richesses que notre peuple est capable de créer. Une fois ceci dit, le reste, c'est sûr que s'il y a des étudiants qui sont trop pauvres, un gouvernement à gauche ne ferait pas comme Mme Beauchamp. Nous, on créerait un ticket à l'essai, Guantanamo, avec un bon système d'éducation à Cuba. Puis au retour, si vous remplissez les conditions, vous passez les examens, on vous laisse rentrer. Est-ce que ça va? Je suis sûr que ce faisant, vous avez tous voté Québec-Solidaire. Elle est simple pour Guantanamo, en passant, c'est à côté de Santiago. Santiago, c'est le berceau du salsa. Bon, c'était pour conclure mon intervention. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Rapidement, il reste 5 minutes. C'est vrai? Il y a des questions. Oui, il y a un coup. Je prends les questions des femmes d'abord. C'est ce qu'on m'a demandé là. Alors, allez-y, madame. Moi, je me demande comment désamorcer la peur des gens qui votent pour le non-changement, finalement. Comment aller les chercher pour qu'ils respectent leur désir profond, selon certains sondages? En fait, si on en discutait avec Nika, qui est une attachée politique à Montréal, je ne pense pas que j'ai la compétence, malheureusement, parce que si je le savais, depuis 4 ans, ça serait passé. Donc, je vous l'avoue en toute honnêteté, c'est très difficile. Il y a quelques-uns qui disent que changer les habitudes de vote, les habitudes électorales, c'est aussi difficile que quitter le tabac. Bon, sans doute, il y a un peu d'exagération là-dedans. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes et les femmes ont des habitudes électorales moins ancrées, sont plus ouverts au changement, à considérer d'autres offres politiques. Par exemple, dans ma circonscription, en 2008, ma victoire est largement due à une vote très majoritaire des femmes du comté. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans le porte-à-porte au téléphone, les femmes montraient plus d'ouverture, étaient moins comme bloquées sur leur position historique. Donc, on a pris la peine de les appeler davantage, expliquer un peu c'est quoi Québec solidaire, puis on a gagné grâce à ça. Mais comment exactement s'opère le changement? À partir de quoi les gens décident? Je ne saurais trop le dire. Vous avez vu à quel point on a assisté à un yo-yo, là. Il y a 4 mois seulement, François Legault caracolait à 39%, 37%. Ensuite, il baisse. C'est sûr que les partis dominants, et surtout François Legault, jouissaient d'une caisse de résonance considérable. C'était vraiment une construction médiatique qu'on le voyait. Nous, Québécois étaient derrière François Legault et le jouaient admirablement bien contre le PQ pour obtenir des avantages du PQ. Avec le temps, moi je pense qu'il faut persévérer. C'est sûr qu'il y a peut-être certaines prises de position ou habitudes enracinées chez les militants de longue date comme moi qui rebutent les gens. Je suis prêt à le reconnaître. On est toujours dans le combat, dans les revendications. Peut-être les gens ne sont pas habitués à imaginer que quelqu'un comme ça peut être au pouvoir. Donc, avec le temps, peut-être qu'il faut que d'autres visages, des plus jeunes, incarnent Québec solidaire, puissent passer le message avec
disons, moins d'obstacles subjectifs de cette nature. Je ne sais pas trop. Le fait que qu'on soit aussi la cible de campagne bien orchestrée parfois pour nous discréditer sur les moindres petits, je dirais, aspérités de nos positions, ça fait partie. Mais j'ai pas de solution à ça. Maintenant, il y a un cours, puis le prof est là, puis il est vraiment... Oui. Peut-être une autre question, et on termine. Oui. Bon, mais merci beaucoup d'avoir été là. Ceux qui sont intéressés ont des billets pour le film True Story. C'est 4 pour rejoindre à l'extérieur de la salle.